De la météo sur France 3 avec les audioprothésistes Entendre. Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal des Alpes. Voici tout de suite les titres que nous allons développer. Le procès de Marie-Christine Tardy, l'ancienne maire de Mélan, comparée cet après-midi devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d'intérêt. Elle est accusée d'avoir favorisé son mari architecte. Dans l'actualité également, la neige au rendez-vous pour les vacances de février. Les professionnels retrouvent le sourire et les skieurs sont ravis. Illustration au Collet d'Alvar dans ce journal. Et puis du côté de la météo, temps perturbé, beaucoup de vent en montagne et fort risque d'avalanche, pluie et douceur au programme en pleine cet après-midi. Mais avant de développer tous ces titres, cette initiative de Pôle emploi à Bourgoin-Jallieu en Isère ce matin. Un job dating était organisé toute la matinée pour mettre en relation travailleurs handicapés et entreprises. Céline Aubert, Yves-Marie Glo. Dans quelques minutes, ce sera son tour. Depuis que sa maladie a été diagnostiquée en 2011, Alexandra Monel a quitté son travail en salle blanche car son entreprise ne proposait pas de poste adapté à son handicap. C'est la première fois qu'elle passe un entretien d'embauche en tant que travailleur handicapé. S'ils demandent ce que j'ai, peut-être que, sachant que c'est au niveau du dos, peut-être qu'ils vont avoir un petit peu peur, choses comme ça. Mais bon, après, en montrant justement qu'on cherche du travail, qu'on fait énormément de démarches, je pense que ça peut... ça prouve qu'on a envie de travailler et que ça ne nous empêche pas de travailler. Voilà. Alexandra Monel est reçue par Manpower qui recrute pour des entreprises du Nord-Isère. Forcée de se reconstruire et de se reconvertir, elle a suivi une formation et vise aujourd'hui un poste d'assistante commerciale, avec les contraintes qu'impose son handicap. Je sais m'en servir. Bon, après, je ne suis pas une grande experte, on va dire. Mais... C'est pas écrit sur leur figure qu'ils sont travailleurs handicapés, sauf qu'eux le savent et du coup, eux-mêmes se mettent la pression par rapport à ça déjà. Donc même en entretien d'embauche, ça se ressent parce qu'ils parlent beaucoup de leur handicap. Donc ça aussi, c'est un gros travail à faire avec eux. Donc oui, la pression du handicap se rajoute. L'entretien touche à sa fin. 15 minutes pour convaincre. C'est très court, mais encourageant. Si on doit expliquer, on explique. Mais bon, après, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas... l'handicap n'est pas un frein pour travailler. Et c'est ce que j'avais peur, moi, au début, quand j'ai eu ça. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Chaque année, au Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu, ils sont une trentaine à bénéficier de ce job dating pour travailleurs handicapés. Alexandra Monel a obtenu un avis positif. Elle fera partie peut-être de ceux qui décrochent un emploi. Ils étaient une douzaine l'an dernier. C'est une figure de la vie politique locale qui se retrouve devant la justice. Marie-Christine Tardy, ancienne première magistrate de Mélan, est convoquée cet après-midi devant le tribunal correctionnel. Elle est soupçonnée d'avoir favorisé le cabinet d'architecte de son mari. Le rappel des faits avec Anne Diard. C'est son premier adjoint de l'époque à la mairie de Mélan, Michel Bernard, qui a dévoilé l'affaire en 2013. Un peu plus tard, le beau-frère de celui-ci, Jacques Cotin, architecte associé dans le cabinet JAM, portait plainte à son tour. Selon eux, la maire UMP de Mélan sélectionnait des programmes immobiliers auxquels elle accordait des subventions importantes. Quand le promoteur avait choisi un cabinet d'architecte, ce dernier se voyait imposer la sous-traitance d'un autre cabinet dans lequel l'époux de Marie-Christine Tardy était associé. Les enquêteurs de la brigade financière de la police auraient identifié 3 marchés immobiliers passés sur Mélan entre 2007 et 2012. Selon le procureur, plus d'1 million d'euros de subventions auraient été versés. Marie-Christine Tardy devra répondre cet après-midi de prise illégale d'intérêt. Elle encourt 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Jusqu'à présent, l'ancienne élue a toujours nié les faits, affirmant qu'elle ignorait toutes les activités de son époux sur les chantiers de Mélan. Elle dénonce une vaste cabale politique. Et compte rendu d'audience ce soir dans le journal. Cette information à découvrir sur notre site internet. Un skieur d'une vingtaine d'années qui avait sauté une barre rocheuse a été sauvé grâce à un habitant de Megève. C'est lui qui a guidé les secours en pleine nuit. Tous les détails à retrouver sur alpes.france3.fr. Dans l'actualité également, les professionnels de la montagne qui retrouvent le sourire après un Noël quasi sans neige. Ils entrevoient plutôt une belle fin de saison, surtout dans les plus petites stations. Les explications de Nicolas Danco. C'est une vaste enquête qui a été menée il y a une semaine par l'Association nationale des maires de stations de montagne et Atout France, l'unique opérateur de l'État dans le secteur du tourisme.
55 stations ont été consultées, qui représentent près de 850 000 lits, et les chiffres vont donner du baume au cœur des professionnels du secteur. Après un début de saison difficile, marqué par un déficit d'enneigement, les réservations d'hébergement dans les stations de ski sont stables, plus 0,4% pour les vacances d'hiver, celles du 6 février au 6 mars. Et ce sont les plus petites stations qui tirent leur épingle du jeu. Celles qui ont moins de 5000 lits affichent un taux de réservation de 89%, alors que les plus grandes, plus de 15 000 lits, sont réservés en moyenne à hauteur de 68%. Une bonne perspective qui pourrait encore être revue à la hausse avec les récentes chutes de neige sur l'ensemble des massifs. Et pour la suite, les prévisions sont tout aussi alléchantes. Pour le mois de mars et pour le printemps, les réservations de nuitées affichent déjà une hausse de près de 21% sur cette période par rapport à l'an passé. Et si elle s'est longtemps faite prier, la neige est arrivée juste à temps pour accueillir les premiers vacanciers de la zone B. L'une de nos équipes s'est rendue au Collet d'Alvar pour assister à leur première descente. Grégory Lespinasse et Vincent Abran. Un hiver long à se décider. Après des vacances de Noël sans neige, tout le monde scrutait le ciel dans l'attente de flocons pour février. C'est la première fois qu'on vient faire du ski. Normalement, on en fait d'abord à Noël et puis cette année, c'est notre premier jour de ski. Voilà, donc on est content qu'il y ait de la neige. On ne savait pas trop, on était un peu indécis, mais bon, on avait les informations via la météo, on savait que ça devrait bien se passer. Et à peine la première zone a-t-elle posé ses valises que les flocons sont revenus. 20 à 30 cm de neige fraîche ce week-end. Voilà de quoi ravir cette station de moyenne montagne qui affiche en cette première semaine de vacances un taux de remplissage de 80%, mieux que l'année dernière à la même époque. Début janvier, on était encore vraiment très inquiets quant à la réussite de la saison. Et mi-janvier, de belles chutes de neige ont déclenché une belle vague de réservations. Et ça ne s'est plus arrêté. On a bien rempli la station. Une station familiale entre 1450 et 2100 mètres d'altitude, où le manque de neige et les aléas climatiques compliquent parfois le travail sur les pistes. Mais heureusement, en ce début de vacances, la météo semble de la partie, au moins pour certains. C'est bon. Donc il a neigé pas mal hier, il est tombé à peu près 30 cm de neige fraîche. Bon, demain c'est encore un peu perturbé et après toute la fin de semaine c'est perturbé, donc avec des chutes de neige annoncées assez importantes, ce qui nous arrange beaucoup. Et puis bon voilà, après on espère qu'on aura le soleil pour la deuxième semaine des vacances. Et les semaines suivantes s'annoncent bien en termes de réservation, jusqu'à 95% de taux de remplissage. De quoi sauver une saison qui s'annonçait bien mal partie. Il est l'heure de retrouver notre série de la semaine consacrée au ski de randonnée. On compte près de 100 000 pratiquants en France. Récemment, le club alpin français a organisé une opération découverte et perfectionnement. Françoise Gué, Dominique Semet. Pratiquer le ski de rando dans des paysages fabuleux, c'est peut-être votre rêve. Mais avant d'arpenter la neige vierge, mieux vaut se former. À Rèche-Beaufort, une promesse de beau week-end. Sur le haut de la station, une véritable ruche, 420 personnes inscrites au grand parcours, une manifestation organisée par le club alpin français. On est là pour former le pratiquant et pour permettre à chacun d'acquérir de l'autonomie et être responsable en montagne. Les pots, c'est bien de les préparer avant la rando. Selon leur expérience, les participants sont dispersés sur 3 parcours. Pour le groupe d'Isabelle, niveau intermédiaire, c'est-à-dire révision des bases. On vérifie la réception et on vérifie l'émission. Prenez le temps de le faire, ça. À commencer par l'utilisation du détecteur de victimes d'avalanche. Impec. Voilà, tu nous attends juste au pied de la trace là-bas. Ça, c'est à faire à chaque sortie. Chaque sortie, avec une vérification de son état matériel, notamment au niveau des piles. Une fois le matériel vérifié, place à la pratique avec les fameuses conversions. Je bascule mon poids sur ce ski-là, d'accord ? Et là, le deuxième ski, en fait, souvent, on l'écarte comme ça. On voit les gens, les débutants, ils sont là, d'accord ? C'est sauf qu'il peut, ok ? Ici, ce ski, j'ai presque pas à le soulever. Je vais amener la spatule vers mon autre jambe. Hop, un petit coup de talon et je le ramène. Voilà, ça a l'air simple, hein ?
Hop, hop, hop. C'est trop beau. J'ai toujours eu envie de faire du ski de rando et ça me permet de me perfectionner, sachant que j'en ai juste fait une fois avant. Mon père m'a déjà appris 2-3 choses, mais là j'ai appris des nouvelles choses pour faire les conversions, changer les pots, tout ça, quoi. Comme dans le ski alpin, le casque a fait son apparition dans l'équipement du randonneur à ski. Son port reste confidentiel et pourtant... La neige, elle camoufle plein d'obstacles. On n'est pas dans un domaine balisé, donc il vaut mieux se protéger. Après la montée, le plaisir de la descente. Mais attention, le terrain n'est ni sécurisé, ni damé. Par rapport au ski toute neige, c'est encore plus vrai qu'ailleurs de plier les jambes. Surtout, c'est maîtriser la vitesse. L'opération Grand Parcours a lieu dans chaque département de montagne, l'occasion de se former, s'entraîner et apprendre à renoncer. Et prudence en tout cas, si vous prévoyez une sortie en montagne, le risque d'avalanche est très marqué sur l'ensemble des Alpes, risque 4 sur 5, soyez prudents. Une signature importante hier à Grenoble pour l'avenir du synchrotron. La France et l'Italie vont collaborer pour rénover l'accélérateur de particules qui devrait gagner encore en puissance et en rapidité. Une signature historique entre la France et l'Italie dans le monde de la recherche. D'ici 2020, cet anneau du synchrotron européen sera entièrement rénové et permettra d'aller encore plus loin dans la recherche. Je pense que ce projet Extremely Brilliant Souls serait vraiment l'ouverture d'une nouvelle frontière, pas seulement pour la physique, mais pour les autres disciplines, du biomédical jusqu'à papyrologie. C'est absolument extraordinaire. Qu'il s'agisse de médecine, qu'il s'agisse d'histoire, qu'il s'agisse de physique, c'est la vie quotidienne qui va être changée par les innovations fondamentales qui naissent ici. 150 millions d'euros pour ce projet de rénovation porté par les 21 pays partenaires. Le synchrotron européen de Grenoble sera alors le seul au monde à posséder une technologie aussi pointue. L'ambition de ce nouveau projet, c'est de réutiliser une grande partie de l'infrastructure existante et par là même de faire une économie d'échelle tout en gardant ce qu'on appelle un leadership dans le domaine. C'est de moderniser la source, donc la source de rayons X, qui nous permettra de faire des expériences encore plus spécifiques et encore plus difficiles. Avec les nouvelles installations, les scientifiques pourront aller beaucoup plus loin que ce qui est possible aujourd'hui. Amener des matériaux à des conditions de pression et de température bien au-delà de celles du centre de la Terre. Dans le futur, on veut pouvoir aller beaucoup plus loin pour comprendre la structure à l'intérieur des exoplanètes, par exemple, qui sont des planètes beaucoup plus grosses, beaucoup plus gros que la Terre. Et pour faire ça, on va utiliser des lasers très puissants. Et on va envoyer une onde de choc dans un échantillon. Et en même temps, donc, cette onde de choc va comprimer la matière et la chauffer à des pressions comparables à ce qu'on a par exemple à l'intérieur de Jupiter ou même d'autres planètes plus grosses. L'Institut national de physique nucléaire italien mettra son expertise à disposition, notamment pour la réalisation de chambres à vide en aluminium. Cet accord simplifiera également les procédures d'échange scientifique. Le SRF de Grenoble est l'un des 3 synchrotrons les plus puissants du monde, avec l'APS aux États-Unis et Spring 8 au Japon. Si vous êtes amateur de Sudoku, vous vous êtes sans doute déjà cassé la tête sur ces petites grilles remplies de chiffres. Eh bien, pas ce prof de maths à la retraite rencontré par l'une de nos équipes dans le département de l'Ain. Regardez. Quelques tours de moulinet et dans la poche, son Sudoku. Il y a des signes qui ne trompent pas, car même si les silures ne mordent pas, André Quatrin, ancien prof de maths, a la patience en vertu. Et la pêche est un excellent sport pour apprendre la patience, comme beaucoup d'autres activités, comme par exemple le Sudoku. Très loin des règles du jeu de loi, le Sudoku est un casse-tête chinois quand on s'y penche la première fois, et même la deuxième. André a donc élaboré une méthode simple et infaillible pour remplir de 1 à 9 chaque bloc, chaque ligne, chaque colonne. Le 7, il est dans cette ligne, donc il n'est pas là.
ça signifie qu'il est dans cette ligne-là. Donc je mets, comme il y a 3 cases, un tout petit 7 ici. Il y a des chiffres écrits en petit, d'autres en plus grand. En rouge, ceux dont on est sûr. Au crayon à papier, les autres. Les passionnés de Sudoku passent des heures à échafauder des hypothèses qu'ils finissent par oublier. Pas André. En remplissant les grilles en fonction de tous les renseignements obtenus avec un codage bien spécifique, on arrive, quand on a terminé d'appliquer la méthode, soit à un Sudoku qui est complètement résolu, soit avec quelques cases où on a encore un doute, et ça c'est pour les Sudoku donc difficiles, et à ce moment-là il reste la solution de secours qui consiste à faire un choix tout à fait à la fin. Et si une grille de niveau 10 devient un cauchemar, respirez et rappelez-vous du premier conseil d'André. Il faut être patient, il faut être... Oui, il faut s'accrocher, quoi, c'est tout. Puis bon, il faut avoir le temps aussi. Hein. Honnêtement, beaucoup de gens n'ont pas le temps, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y a la retraite, on est bien. André Quatrin envoie sans contrepartie par mail sa méthode et propose même de l'expliquer gratuitement à qui le lui demande patiemment. Enfin, le papier sous toutes ses formes, c'est le thème de l'exposition intitulée « Sans papier » qui se tient en ce moment à Échirolles, près de Grenoble. Isabelle Colbrand, Nathalie Rapuc et Nicolas Danco nous la font découvrir. C'est le papier avec le stylo à billes, c'est le papier avec le feutre, le papier qui est plié, découpé, qui apparaît en transparence, ou le papier qui est aussi le papier support d'écriture. Donc j'étais très attachée à cette idée que l'œuvre est aussi un espace de narration et de fiction. Une centaine d'artistes s'est donc prêté au jeu du papier narration. Écrire, imprimer, envelopper, dessiner, toutes les œuvres accrochées au cimaises invitent à redécouvrir ce matériau. L'idée de Sans papier, c'était aussi ce rapport à l'intime, c'est-à-dire le carnet, le petit bout de message, la carte d'identité dans sa forme. Donc, et peut-être de prendre aussi le contrepoint d'expositions beaucoup plus spectaculaires. Sans papier, sans peut s'entendre sous plusieurs formes et l'exposition trouve ici une résonance dans l'actualité du moment. À l'heure où le papier a tendance plutôt à se numériser ou à se dématérialiser, la question des personnes qui ont besoin de ces papiers en termes de droits fondamentaux, bien sûr, c'est une exposition qui croise un certain nombre de questionnements, de problématiques de société très très fortes autour des droits fondamentaux. À l'heure du tout numérique, dans ce monde où le virtuel prend une place prépondérante, un petit détour du côté du musée peut s'avérer salutaire et bénéfique. Un peu comme si l'on replongeait dans nos manuels et nos cahiers d'antan, comme un lien entre passé et présent, contemporain et artistique, une belle envie de réinventer l'écriture. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Attention au fort vent et au risque d'avalanche en montagne. Après, il y aura le journal national. À 19h, vous retrouverez Aurélie Massé pour les infos régionales. Très bel après-midi.